Bonjour et bienvenue à cette série de capsules qui traite de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la grammaire, sur l'enseignement ou la didactique de la grammaire. Alors, je suis en compagnie de ma collègue Priscilla Boyer, Salut. qui est une spécialiste au département des sciences de l'éducation à Trois-Rivières. Priscilla, lors de la dernière capsule, tu nous as entretenu sur le conflit cognitif. Et ce qui est une espèce de mini-choc intellectuel, disons-le ainsi. Ce que tu nous proposes aujourd'hui, c'est de nous présenter les ateliers de négociation graphique qui permettent, elles aussi d'ailleurs, de vivre un conflit cognitif chez les élèves. Exactement. C'est Antoine qui a présenté sur les conflits cognitifs. Ah, d'accord. Mais c'est pas grave, on est comme deux versions d'une personne D'une similaire. même personne, un monstre à deux têtes. Exactement. En tout cas, pour ce qui est de la didactique de la grammaire, certain. On avait parlé de conflits cognitifs, puis là, la technique ou la méthode, disons, d'enseignement que je vais vous présenter aujourd'hui a en elle l'idée de faire vivre aussi des conflits cognitifs, mais de façon peut-être moins marquée qu'avec la controverse constructive. Donc, c'est pas tout à fait dans la même intensité, mais c'est quand même présent parce que forcément, quand il y a apprentissage, il y a toujours aussi cette réflexion-là qui se fait. Puis, les ateliers de négociation graphique, ça le dit un petit peu dans le titre, hein, c'est quelque chose de coopératif. Donc, forcément, quand les élèves parlent, verbalisent, échangent entre eux, il se passe des fois des réajustements cognitifs comme ça. Donc, l'enseignant tu vas nous montrer comment un enseignant anime ces ateliers-là. Oui, entre autres. On peut revenir au terme, disons, parce que c'est un drôle de terme, là, atelier de négociation graphique. Ça fait un peu pompeux, disons, mais ça dit pas trop ce que c'est. Fait qu'on va décortiquer ensemble, tu sais, dans le fond, à quoi ça réfère. Tu sais, atelier, bien, ça le dit, hein, c'est un travail de construction en grammaire, de réflexion, de négociation. Donc, ça se fait en collaboration et on va demander aux élèves de négocier la grammaire, donc de discuter entre eux pour arriver à une option, une solution. Donc, on a encore cette idée d'échange, de partage, mais orienté vers l'atteinte d'un objectif commun pour toute l'équipe. Et graphique parce que à l'origine, ces ateliers-là avaient été conçus pour l'apprentissage de l'orthographe. Donc, c'est d'ailleurs fort utile là, pour l'apprentissage, par exemple, de tous les cas d'homophones, pour faire un enseignement des homophones différent de ce qu'on voit traditionnellement. Mais on peut passer par les ateliers de négociation graphique, justement, parce qu'il y a comme une réflexion sur la graphie des mots, donc sur l'orthographe, qui peut s'engager autour de ces thématiques-là. OK. Donc, on va t'entendre nous expliquer qu'est-ce que c'est au juste? Oui. Tu veux savoir un peu le déroulement? Oui, c'est ça. Bon, quand on arrive dans les ateliers de négociation graphique, ça se fait en petite équipe. 4-5 élèves maximum en équipe. On a d'abord demandé passer aux élèves une dictée individuelle, donc une dictée de quelques phrases. Cette fois-ci est un peu plus longue que d'autres dictées métacognitives là, qu'on peut voir. Elle fait partie de la grande famille, d'ailleurs, des dictées métacognitives. On en parlera peut-être tantôt. Mais c'est ça, on va demander aux élèves, on va leur donner une dictée individuelle, puis ensuite, on va les mettre en équipe pour qu'ils comparent, dans le fond, les graphies des mots dans la dictée. On peut orienter la comparaison pour aller vraiment cibler des mots en particulier qu'on veut là, qui soient mis à l'examen. Puis là, ce que les élèves vont faire, c'est qu'ils vont regarder, voir, bien, est-ce qu'on a tous les mêmes propositions graphiques? Fort probablement pas, parce que sinon, on n'aurait pas utilisé cet élément-là en question. Donc, ils ont sûrement des réponses différentes. Puis, on va leur demander de négocier entre eux pour savoir c'est laquelle des réponses qui est la meilleure, laquelle ils vont garder en équipe et pour quelles raisons. Donc, on veut quand même que ça soit assez corsé pour les élèves, la résolution de ce problème-là, sans que ce soit impossible. Parce que ce qui est important de comprendre d'un atelier de négociation graphique, c'est que c'est une activité de consolidation. Ça veut dire qu'on a fait un enseignement déjà, puis en principe, les élèves ont tout ce qu'il faut pour résoudre le problème.
mais ça reste un défi dans leur texte et dans leur écriture. Donc, en se mettant à plusieurs comme ça, on veut les amener à développer une espèce de processus de révision un peu plus élaboré autour de cas comme ça. Donc, il n'y a pas d'enseignement nouveau dans un atelier de négociation graphique, contrairement à la controverse constructive qu'on a déjà vue, où on est vraiment au début d'une séquence d'enseignement, puis ensuite, il va y avoir enseignement. Okay. Là, on est vraiment plutôt après avoir enseigné quelque chose, on est plus dans la consolidation. Ça se peut, ceci dit, que comme enseignante, quand on circule dans les équipes, on se rende compte que finalement, le cas qu'on a soumis, X, il est trop compliqué pour nos élèves. Puis là, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à le résoudre. Bien là, à ce moment-là, ça nous dit, OK, bien peut-être que demain ou dans la prochaine semaine, je vais faire un enseignement parce que là, vers l'enseignement. C'est ça. Manifestement, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas à ce moment-là. Là. D'accord. Et là, tu nous as expliqué un peu c'est quoi, un peu comment on fait ça. Quel est le bénéfice de faire ça avec nos élèves? Bien, il y en a le plus grand bénéfice, à mon avis, ça répond un peu à la question du transfert des apprentissages. Quand on va en formation, quand on accompagne des enseignants dans les milieux, je pense que c'est la question qui revient tout le temps, surtout au secondaire en particulier, parce que les élèves, ça fait des années qu'on leur parle des mêmes choses, les mêmes classes de mots, les mêmes fonctions, etc. Puis, ça ne paraît pas dans le texte. Ça se transfère pas. Ouais. Donc, comment ça se fait que ça se transfère pas? C'est quoi le maillon, le chaînon manquant, en fait, qui fait en sorte que ça se rend pas jusqu'au texte? Je vais donner une anecdote d'un petit grand comme ça, là, hein? D'une armoire à glace de 15 ans, là. Oui, d'accord. Qui était dans une classe d'adaptation scolaire. Puis, dans lequel il y a eu des ateliers de négociation graphique là, sur une base régulière, à peu près aux 2 semaines. C'est ma collègue Linda, qui était conseillère pédagogique, qui était derrière le projet avec ses enseignantes. Puis, elle avait interviewé les élèves à la fin de l'année. Puis, ce grand gaillard nous disait que pour la première fois de sa vie, il savait maintenant comment réviser. Donc, pour lui, ce que les ateliers de négociation graphique lui ont montré, c'est toute la posture de questionnement qu'il n'était pas capable, qu'il ne comprenait pas, en fait. Tu sais, souvent, on dit aux élèves, va te relire, là, il te reste des erreurs dans ton texte. Puis là, ou va lire plus lentement. Tu sais, on en parle ensemble. Bien, va lire plus lentement. Mais oui, lis plus lentement. Il ne sait pas toujours plus qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avec ses... Tu sais, quelles questions il doit se poser, qu'est-ce qu'il doit faire. Puis c'est pas juste le cas de nos élèves en adaptation scolaire, en passant. C'est le cas aussi de nos élèves de classe régulière. Donc, avec ça, c'est comme si on modélisait, on leur montrait comment réfléchir avec les mots, comment mobiliser toutes les connaissances qu'ils ont, mais qui sont un peu stagnantes, là, puis comment arriver à les mobiliser en action dans un agir réel. Moi, j'aimerais ça que tu nous donnes un exemple. Tu pourrais-tu partir par, je sais pas, moi, quelle est la difficulté particulière qu'il y avait dans la dictée qui a été donnée aux élèves? Oui, ça peut vraiment aider à figurer. Je parlais tantôt des homophones, super bon, bonne activité pour faire ça. Donc, on pourrait très bien écrire un petit texte dans lequel, admettons que nos élèves ont de la difficulté avec le on. OK? C'est un défi là, qui peut rester parmi nos élèves. Bien, on met un petit texte dans lequel on en met plusieurs on à l'intérieur du texte, soit du verbe avoir, soit le pronom. Puis, on peut demander à ce moment-là à nos élèves de régler les problèmes orthographiques, puis forcément, la question va émerger d'eux-mêmes. Je ne suis même pas obligée de leur dire qu'on va traiter de ça. J'en ai mis dans la dictée. Donc, ça va surgir pendant les discussions. Puis là, les élèves vont se partager leurs moyens, essayer de voir ensemble comment ils peuvent résoudre le problème. Puis nous, en survolant les activités, on peut voir est-ce qu'ils y arrivent, en fait, en équipe à résoudre ce problème-là. Sinon, peut-être qu'un enseignement va devenir nécessaire. Est-ce qu'il y a une mise en commun à la fin lorsque les élèves ont terminé de négocier? Oui, il faut faire toujours clore nos activités, surtout quand c'est des activités de socio-construction où des fois les élèves vont discuter pendant 5 minutes de quelque chose qui n'a pas vraiment rapport ou qui n'est pas nécessairement dans la bonne direction.
ça se peut là, qu'ils errent, là, surtout s'ils n'arrivent pas à trouver les bonnes connaissances pour résoudre le problème. Nous, ça nous donne de l'information, c'est-à-dire que manifestement, ces élèves-là seuls n'y sont pas arrivés. Ou en équipe, n'y sont pas arrivés, donc on va avoir besoin de faire un enseignement. Fait que oui, ça vaut la peine de faire cette espèce de bilan entre les équipes de groupe pour statuer qu'est-ce qu'on a compris aujourd'hui. Si je reprends l'exemple du on-on, c'est quoi les moyens que les différentes équipes se sont donnés? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la classe du mot? Revenir sur nos stratégies pour résoudre le problème, comment les équipes y sont parvenues, et stabiliser ça dans une verbalisation plus officielle. Le on, c'est un pronom, puis même s'il est pluriel, parce que le sens pluriel du pronom est bien ressenti par les élèves, comme c'est la forme pronominale, ça ne prend pas le T à la fin. Le ONT, lui, c'est vraiment la forme du verbe avoir, puis ainsi de suite. On les aide à cette verbalisation-là. Ils discutent dans les équipes, ils tournent autour, ils y arrivent, mais ils ont besoin de notre aide comme enseignante pour pouvoir aller un petit peu plus loin là-dessus. Moi, je me pose une question. Là. Je t'ai écouté, puis là, les élèves discutent de qu'est-ce qu'ils ont choisi comme orthographe d'un mot plutôt qu'un autre orthographe. Et là, nécessairement, ils sont face à des erreurs orthographiques. Puis, il y a quand même des gens qui disent que c'est pas bon de laisser les élèves exposés à l'erreur. Oui. On va défaire ce mythe aujourd'hui. Défaisons un mythe. Dans le sens où il existe effectivement une recherche en particulier qui a démontré chez des jeunes élèves du primaire que l'exposition à des mots d'orthographe lexicale avec des erreurs pouvait venir perturber la construction du lexique phonologique et orthographique qu'on a en tête. Donc, il y avait beaucoup de mots-clés dans ce que j'ai dit. Jeunes élèves, la construction d'un lexique phonologique et orthographique, notamment. Alors, ça nous arrive, même nous, comme adultes, quand on corrige des copies d'élèves, ça fait 600 fois que tu vois le mot « développement » mal écrit. Tout à coup, tu te mets à avoir un petit doute. C'est comme, je suis plus certaine de savoir si c'est écrit de cette façon ou de telle autre façon. Donc, oui, ça peut même venir déstabiliser un peu des adultes. OK? Mais je parle d'orthographe lexicale. Je ne parle pas d'orthographe grammaticale. D'accord. Tu sais, petit avec un S ou sans S, des fois, il est écrit avec un S, des fois, il est écrit avec pas de S, puis les deux fois, ça peut être bon, puis c'est pas nécessairement une erreur. Donc, déjà, l'exposition à l'erreur en orthographe grammaticale, elle n'a pas la même portée ou la même effet. De plus, les élèves en commettent beaucoup d'erreurs. Puis il faut partir de quelque chose aussi. À un moment donné, il faut partir des erreurs qu'ils font pour pouvoir les amener à comprendre comment ça se fait comprendre pourquoi ils ont fait cette erreur-là, puis aller un petit peu plus loin. Donc, les gains qu'on a à travailler à partir d'erreurs qui sont fréquentes chez les élèves est beaucoup plus grand que les problèmes que l'exposition à l'erreur pourrait venir apporter ou contribuer là-dedans. Ils en font des erreurs, de toute façon. Ils s'exposent dès qu'ils écrivent à l'erreur. À leur propre erreur. Exact. Oui. Puis, j'irais même plus loin. Ce que ça montre aussi, en fait, l'esprit qu'il y a derrière les dictées métacognitives de cet ordre-là, il y en a plein. L'atelier de négociation graphique, c'en est juste une parmi d'autres. Ça repose sur l'idée que l'erreur n'est plus négative. En fait, c'est qu'on revisite complètement le statut de l'erreur. L'erreur est plutôt normale. On en fait tous. Et c'est ce que ça fait quand ils partagent comme ça les copies ensemble. Ils voient bien qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur coin à faire des erreurs. Et au contraire, l'erreur, c'est une représentation en construction. C'est en train de se construire quelque chose. Je vais vous donner un exemple avec les verbes au participe passé. Tu sais. Disons, j'ai la phrase « il a aimé » et l'élève écrit « aimer » avec un « ER ». Il a fait une erreur. Bon. Si l'élève écrit « elle a aimé », puis écrit « aimer » avec un « e » accent aigu « e » en faisant l'accord avec le sujet, disons, il y a une erreur. Est-ce que c'est la même erreur? Non. C'est pas le même contexte. C'est pas le même... Non, puis derrière l'erreur du « e » accent aigu « e », il y a une construction beaucoup plus solide. Déjà, l'élève a repéré que c'est un participe passé. Mm-hmm. Puis en plus,
il a fait une démarche, d'accord, ce qui te demande toujours un exercice supplémentaire. C'est juste qu'il n'a pas accordé avec la bonne chose. Tandis que notre premier cas avec le ER, ben, il n'a même pas reconnu la forme du participe passé. Donc, on voit que l'erreur n'a pas le même statut. Puis nous, on veut dédramatiser cette erreur-là. Tout le monde en fait des erreurs. Puis au contraire, on va construire là-dessus pour s'en aller vers une meilleure résolution. Fait qu'on dédramatise complètement le fait de faire des erreurs. L'erreur fait à ce moment-là partie du processus d'apprentissage. Exactement. Puis des adultes en font des erreurs. Tu sais, à un moment donné, il faudrait aussi ramener ça. On en fait tous des erreurs avec notre langue, là. Si tu nous laissais avec une phrase par rapport que l'on devrait retenir sur les ateliers de négociation graphique. Je dirais ça prend une bonne gestion de classe pour le mener parce qu'on comprend que nos élèves travaillent en petite équipe. Donc, faut circuler dans la classe. Faut circuler dans la classe, puis on ne peut pas intervenir tant que ça dans les équipes quand on en a plusieurs à gérer. Donc, ça, c'est un aspect qui est important. Un autre aspect qui pourrait être important à retenir, oh mon Dieu, j'ai perdu mon idée. Tu vois, ça a filé rapidement. Donc, gestion de classe, planification. Planification. On ne peut pas mettre n'importe quoi non plus en discussion, parce que les élèves peuvent discuter longtemps sur quelque chose qui n'est pas vraiment important. Donc, il faut réfléchir aux énoncés qu'on veut mettre de l'avant de cette façon. Je pense que ça serait pas mal les éléments clés. Ben, Est-ce que j'oublie des choses? Je pense que non. Ben, j'ai trouvé ça, ma foi, très clair, Madame Priscilla Boyer. Merci beaucoup de cette excellente capsule et on se voit bientôt pour une autre capsule sur l'enseignement de la grammaire. Exact. Je pense que dans les prochaines capsules, on va aborder la question de la combinaison de phrases. Ça risque d'être pas mal intéressant. D'accord.